Bonjour, je m'appelle Renelle Sib, je suis chef et propriétaire de Renelle Sib Catering et Bolibana. J'ai accepté de participer au projet de Parcours des Tours pour avoir la représentation de femmes noires en cuisine et aussi pour être une leader à la jeunesse à laquelle que je vois en fait qui commence à s'épanouir et je vais être en fait une leader dans ce domaine. Une journée normale dans une cuisine, tu commences soit le matin, tu commences à peu près tôt, à 8 heures du matin, 8 heures, 7 heures, dépendamment des restaurants. Tu arrives, tu fais la préparation, tu as toujours une équipe autour de toi, deux, trois personnes, vous êtes toujours ensemble, c'est comme un binôme en fait. Et vous travaillez, vous êtes une bonne ambiance et il y a toujours un service. Le service, il commence toujours, comme on appelle un rush, soit tu as un rush du petit déjeuner, tu as un rush du lunch et tu as un rush aussi pour le souper à soir. Donc, dépendamment de ces trois achalandages, comme on dit en bon français, tu t'assures en fait que tu as une bonne préparation de toi et ton équipe. Je suis propriétaire en fait de ma propre compagnie de service traiteur et présentement, j'offre de la cuisine fine africaine. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi au Burkina Faso et ma cuisine, en fait, reflète beaucoup de mon entourage, de ma culture, de mon environnement. Et j'ai aussi eu une formation aussi en art culinaire à la Cité. Et aussi, en tant que chef, j'ai travaillé dans beaucoup de restaurants. Dans les backgrounds de restaurants mexicains, par exemple, dans les restaurants québécois, dans les restaurants français. J'ai eu beaucoup, en fait, d'expérience dans ça. Et ma cuisine, en fait, reflète toutes mes expériences. Donc, quand mon service traiteur a commencé, c'était en fait de vouloir sortir tout ce que j'ai appris avec mon identité africaine. Alors, les plats que je cuisine, en fait, sont des plats qui sont typiques africains, sont typiques du Burkina Faso, mais qui ont quand même un jeu, un twist avec ça, avec toutes les expériences que j'ai, en fait. Donc là, en fait, j'offre un poulet entier, j'offre un poisson, mais c'est avec, genre, des épices africaines, mais avec une technique française, avec un twist mexicain. Tu vois, c'est assez le fun quand t'en parles de même, mais moi, j'aime ça cuisiner, donc j'essaie d'avoir tout en même temps pour que je fasse en fait ça aux clients pour qu'il ait une bonne expérience. Quand j'étais petite, ma mère avait un restaurant. Donc, travailler en cuisine et avoir mon entreprise, en fait, c'était toujours dans mes idées. Parce que moi, je me disais, je vais avoir mon entreprise, je vais avoir ma maison, ma voiture, je vais avoir ceci, mais je ne savais pas en fait c'était quoi comme entreprise. J'ai grandi toujours dans la restauration, c'est-à-dire que ma mère avait un restaurant, ma famille cuisinait beaucoup pendant les fêtes, les temps de Noël, le Ramadan, la Pâque, toutes les fêtes que tu pouvais penser, anniversaire, mariage, on avait toujours des repas et on cuisinait toujours en famille. Donc pour moi, ça a commencé de là. Et j'ai toujours été attirée par l'art culinaire aussi parce que j'aime comment c'est minutieux. J'aime en fait voir le parcours d'un légume transformé en plat, en repas. Et un plat, en fait, c'est l'identité de la personne. C'est l'identité de la culture, c'est l'identité de sa personne, en fait. Et c'est une émotion qu'on transmet à d'autres personnes. Et pour moi, en fait, quand je cuisine, c'est inviter les gens dans mon monde pour qu'ils puissent voir, en fait, qui je suis en tant que personne, d'où je viens, comment je me sens, en fait, et les inviter aussi à avoir aussi une perception qu'ils n'ont peut-être pas, en fait, eue. Parce que c'est vraiment assez intéressant, en fait. Moi, j'adore cuisiner, j'adore faire ça, mais toutes les expériences que j'ai eues, en fait, ça me donne un pacte et ça me penche, en fait, à vouloir faire ça, en fait, et de vraiment montrer. Je suis aussi pâtissière. Alors, j'ai quand même une bonne expérience dans ce que je suis en train de faire aussi. Donc, avoir une entreprise depuis assez jeune, oui. En art culinaire, ça a été quand même assez intéressant parce que je suis rentrée dans ça assez jeune et aussi, moi, je suis allée à Ottawa U en tant que en sciences politiques. Donc, mon fiancé, en fait, à un moment donné, on était en vacances, on conduisait et il me disait pourquoi tu n'appliques pas à la cité en art culinaire? J'ai dit ah oui, pourquoi pas? J'ai appliqué, j'ai eu le programme, je suis rentrée et je suis allée voyager en Colombie-Britannique. J'ai travaillé là-bas
Et quand je suis revenue, je me suis toujours dit que je vais me rouvrir un restaurant. Même avant ça, toujours un restaurant. Donc, ça a été, cette année, je me suis dit, je me suis lancée. Et avec la pandémie, ça a été intéressant aussi d'avoir une business dans ça parce que c'est une pandémie, déjà. Tout est fermé. C'est pas la même chose qu'en temps normal que ça se passe. Donc, ça a été en fait des ajustements de tout mettre ça en ligne. C'était des ajustements aussi des précautions encore plus extrêmes que je prends déjà. De faire sûr de réavoir ma clientèle, etc., que je puisse en fait marcher et continuer dans ça. Donc, ça a été en fait une expérience qui m'a ouvert aussi les yeux en tant que, pas seulement physique, mais aussi je me suis trouvé un super pouvoir en fait, de pouvoir être sur les sites web, pouvoir designer en fait mon propre site web, etc. Et comme avoir un bon temps avec ça. Donc, je touche un peu à tout. Mais mon entreprise, en fait, je suis très contente que je l'ai jusqu'à présent. Ça se passe super bien et je suis vraiment heureuse. Ça prend beaucoup de force mentale, moi, je dirais quand même. Comme physique, on s'entend que il faut que tu aies la force physique, là. Il faut que au moins, tu peux soulever de quoi. Mais la force mentale, c'est vraiment comme quelque chose qui va t'amener plus loin qui va te démarquer en fait de tout le monde, de chef, de la compétition, etc. Parce que en fait, quand tu es fort mentalement, tu as un focus. Tu es bon à partir, tu as un chemin, tu fais ça. Et aussi, c'est-à-dire que tu travailles en équipe. Avec la pandémie encore, c'est vrai que c'est un peu réduit et tout ça. Mais en tant que chef dans une cuisine, tu as une équipe. Tu as un laveur de vaisselle, tu as une serveuse, tu as un barman, tu as un sous-chef, tu as des gens qui courent ta nourriture, tu as un gestionnaire, tu as beaucoup de gens autour de toi. Et c'est vraiment ce travail en binôme, en fait, qui fait, en fait, être un chef. C'est pas seulement une personne. C'est vrai que oui, j'adore cuisiner, etc. Mais si je suis pas bonne en maths et en comptabilité et que j'engage une personne et on s'entend pas bien, ça fait dur. Je suis quand même pas si pire en maths, on s'entend bien, mais un exemple pour mettre en perspective. Mais aussi, pas seulement il faut la force mentale, mais aussi de l'excitement. Il faut aussi vouloir apprendre et vouloir s'épanouir, en fait. Parce que en cuisine, les nouvelles technologies, à chaque 5 ans, à chaque 2 3 ans, ça sort. C'est sûr. Et ce n'est pas dans mon domaine seulement, mais dans beaucoup de domaines, les nouvelles technologies, elles sortent. Il faut s'adapter dans ça. Il faut s'adapter pour pouvoir grandir dans ça. S'il n'y a pas d'adaptation, je m'excuse, il n'y aura pas en fait d'épanouissement, ni en fait de profit en retour en fait. C'est comme ça que moi je le vois. Et la troisième chose, en fait, une chose que je veux aussi dire, c'est faut être patient. De la patience. En cuisine, là, il va toujours avoir des problèmes, il va toujours avoir des discussions, il va toujours avoir ceci et cela. C'est être patient, respirer 2 secondes, faire ton travail et dealer avec ça quand c'est le moment approprié. En fait, il y a une expression qui dit qu'il y a trop de chefs dans une cuisine. Et cette expression-là, en fait, moi, je l'ai très bien compris en cuisine. C'est-à-dire qu'une personne qui va dire ceci, l'autre qui va dire non, ceci, cela, il faut se calmer. Ok, merci beaucoup. Tu fais ton travail et tu continues. Parce que ça, c'est une qualité en cuisine, en fait, qu'il faut que tu travailles dessus et que tu as. Parce que sinon, tu vas te prendre la tête dans des problèmes dans lesquels, en fait, tu n'as pas besoin, en fait, d'y être. Et c'est ça, en fait, que moi, je peux donner aux gens, en fait. C'est la patience, la rigueur, la force mentale et vraiment un esprit d'équipe. Parce que ça va vraiment, en fait, t'aider à avancer et vouloir toujours apprendre. Le moment que tu arrêtes d'apprendre, c'est le moment que tu arrêtes d'avancer. Et ce moment-là, c'est un moment stagnant. Moi, je ne peux pas être stagnante en cuisine. Alors, je me force à toujours être la meilleure de moi-même. Force-toi à être le meilleur de toi-même. Reste pas stagnant.
J'ai eu des cours qui m'ont dirigé vers la cuisine, mais en même temps, j'ai pas pris ces cours-là. J'explique. Je suis allée au lycée Claudel quand je suis venue ici. Et quand je suis allée au lycée Claudel, en fait, c'était vraiment en fait français, maths, SVT, biologie, etc. Et après ça, en fait, je suis allée à De La Salle. Et à De La Salle, c'est une école d'art. C'est une école d'art et de sport. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. J'ai fait lancer du javelot, lancer de poids, lancer saut en hauteur, volleyball. J'en ai fait du sport. Donc, dans les deux écoles, j'ai fait du sport. Et, et à De La Salle, il y avait un cours de cuisine que j'ai pas pris malheureusement. Mais ça m'a toujours intéressée. Donc, en fait, quand la professeure, en fait, elle avait des plats que tu pouvais goûter. Oh, bonjour madame, comment allez-vous? Vous êtes toute belle aujourd'hui, est-ce que je peux goûter? J'étais toujours, en fait, là pour pouvoir apprendre, pour pouvoir voir, en fait. Quand je m'en allais au restaurant, en fait, j'étais toujours, en fait, impliquée dans ça. Moi, je travaillais dans des cafés. Je travaillais pour une compagnie, en fait, qui vendait on va dire des queues de castor à Ottawa. Ça, j'ai fait ça pendant longtemps. Dans les cafés, j'en ai fait aussi quand même une coupe. Donc, je commençais comme, j'étais toujours en fait dans la restauration, dans l'industrie de l'hospitalité, de la restauration. Et ça m'a toujours fascinée. Donc, pour moi, en fait, comme je disais, je suis allée aussi à Ottawa U en sciences politiques. En sciences politiques avec une mineure en sciences sociales, avec une trajectoire en droit. Ça n'a vraiment pas rapport en cuisine. C'est vraiment, vraiment pas en cuisine. Euh, mais moi, j'adore apprendre. J'adore vraiment apprendre de nouvelles choses. Donc, pour moi, en fait, c'était toujours dans mes pensées. C'est toujours, je vais voir un restaurant. Même si je n'ai pas la formation, je voulais toujours avoir un 8 ou 6 tables assises. Pas un gros restaurant, un micro-restaurant comme on les appelle. J'ai toujours, toujours voulu avoir ça. Donc, quand mon fiancé a dit, il m'a mis la puce à l'oreille, ça a été comme un clic. Ça m'a fait comme, hein, pourquoi pas? Je vais mettre en pause l'Ottawa, l'Université d'Ottawa. Je vais aller à la cité, finir mon programme, commencer un programme, le finir, retourner travailler dans ça, puis éventuellement retourner finir mon bac à l'Université d'Ottawa. Donc, pour une raison ou pour une autre, ça a toujours été dans ma trajectoire. Donc, les cours à l'école que j'ai pris, oui et non. C'est comme un milieu, genre. J'ai toujours mangé. J'ai toujours aimé manger. Quand je grandissais aussi en Afrique, au Burkina Faso, en fait, mes parents avaient la maison où j'ai grandi était extraordinaire. J'avais des manguiers. On avait 3 manguiers à la maison. Moi, je grimpais les manguiers pour manger les mangues. Tu me trouvais, je mangeais toujours des mangues. À présent, je mange toujours des mangues. Des citronniers, des orangers, on avait des oies, on avait des poules. On avait tellement de choses à la maison que c'était en fait toujours en fait un environnement dans lequel j'ai grandi. Quand on allait au restaurant au Burkina Faso à Ouagadougou, c'est la nourriture fraîche que tu manges. Ton poulet, il a été égorgé. Je m'excuse pour les végétariens. Moi, je mange beaucoup de viande. Hein. Ah, pas seulement de viande, mais je suis aussi végétarienne. Je mange moins de viande maintenant et je m'en vais en fait être vegan, mais je cuisine de la viande. Ça me dérange pas, mais au cas où. Mais quand tu égorges un poulet qui est frais de 5 minutes et que tu le manges immédiatement, il y a une différence que quand tu manges un poulet qui a été égorgé 3 4 jours. Il y a une très très grande différence. Le goût, oh, la tendreté, le goût, les sucres qui sortent dans ça sont vraiment bons. Donc j'ai toujours été entourée de nourriture. De ma petite enfance jusqu'à maintenant, nourriture, nourriture, nourriture. Et j'ai toujours vu comment ça grandissait. Un fruit, un légume, etc. Donc, je veux dire, je suis née dans ça en fait. C'est dans mon ADN. La nourriture, tu peux pas en fait ne pas vivre sans. Je mange, tu manges, il mange, tout le monde mange. C'est un art. Tout le monde en fait. Donc, je suis née dans ça. Ça, c'est ma réponse. Je suis née dans la nourriture, en fait.
Pour les études en français, en fait, moi, ma langue maternelle, c'est le français. Au Burkina, il y a beaucoup de dialectes. En fait, je suis trilingue. Je parle français, anglais et le djoula. C'est une langue maternelle du Burkina et je comprends aussi d'autres langues comme l'espagnol. Je comprends un peu l'allemand. J'ai un peu de beaucoup de langues. Mais pour étudier en français, en fait, c'était ma langue maternelle et c'est toujours ma langue maternelle. Donc, c'était pour moi, en fait, de me retrouver aussi et j'ai toujours poursuivi mes cours en français. Donc, vraiment avoir un focus dans ça et de pouvoir comme avoir un bon rendement scolaire aussi et pouvoir comme comprendre tout ce qu'on me dit. J'ai poursuivi mes cours en français, même si j'avais des cours en anglais ici et là. Et ça a toujours été mon focus. Même présentement, on parle un peu plus anglais à la maison, mais je parle toujours français. Ma famille parle français, mon fiancé parle français, nos amis parlent français. Donc, on veut vraiment comme avoir la langue française autour de nous. Je veux pas perdre mon bilinguisme, pardon. Et comme j'adore aussi apprendre des langues, j'adore aussi apprendre, comme j'avais dit tantôt. Donc, pour moi, c'était comme, je veux l'avoir dans mon sac et je veux continuer à l'utiliser. Donc, la cité, c'était mon meilleur choix pour moi. Et moi, j'habitais aussi à 5 pieds, comme 5 minutes de la cité. Donc, chaque matin, quand je devais être là-bas à 8 heures, je quittais de chez moi à 7h30. Et genre, je courais pour arriver à l'école. Mais c'était aussi proche de ma maison. Donc, en fait, c'était une des deux raisons, le français et la proximité qui m'a fait, en fait, aller à la cité. Être bilingue, ça m'apporte vraiment beaucoup de choses parce que je peux travailler partout. Je peux travailler dans un pays anglophone comme dans un pays francophone. Et je peux voyager en France, je peux voyager comme en Suède, un peu partout. Oui, en Afrique, ils parlent beaucoup de français aussi, et l'anglais dans des pays. Donc, ça me donne en fait la possibilité de faire les deux, un peu partout. Et aussi, même si je ne voyage pas en fait internationalement, intérieurement en fait au Canada, ça aide. Tu as des touristes qui viennent en français, tu as des touristes qui te parlent en anglais. En plus d'avoir comment t'appelles ça, d'être bilingue et de parler français en fait. Le français en fait c'est une langue qui vient du latin. Donc cette langue là en fait tu peux faire une connexion avec beaucoup plus de langues. Donc moi j'ai pris 4 ans d'espagnol, donc j'apprenais l'espagnol et je pouvais comprendre en fait quand les gens me parlaient en espagnol parce que justement je parlais le français. Donc il y a des mots qui se retrouvent. L'italien pas trop, mais quand même je peux aussi comprendre ça. Donc comme c'est toujours des langues qui m'ont vraiment comme attirée. Donc, parler le français, pour moi, c'était comme une idée que je voulais garder. Parce que, je t'ai dit, je suis trilingue, puis je veux aussi apprendre beaucoup plus de langues. Donc, si j'ai mon français, ça me permet d'avoir et d'apprendre beaucoup plus de langues. Je peux apprendre comme 5 langues juste avec le français. Donc, pour moi, c'était vraiment un atout, un avantage. Et en plus de ça, en fait, quand j'applique dans mon résumé, ça me donne un atout comparément à mon compétiteur ou comme à ma compétition parce que je parle français. En cuisine, tu as beaucoup d'immigrants en fait. Je lisais ça tantôt qu'en cuisine, tu as à peu près 60 à 71% de la force en fait d'immigrants qui travaillent en hospitalité. Ça, c'est beaucoup là. C'est beaucoup d'immigrants. Puis quand tu vois dans ça, en fait, ils sont soit francophones ou anglophones. Et quand ça te permet de parler des deux, en fait, et que tu as une position élevée, ça te permet d'avoir vraiment une égalité et aussi de pouvoir diriger la cuisine la manière que tu le veux. Si tu ne parles pas français, que ton sous-chef te parle français tout le temps, ça va faire dur. Si à un service, vous ne comprenez pas, ça va faire dur. Au moins qu'un de vous deux, au moins, soit bilingue ou parle français, au moins, vous allez avoir un bon service. Donc, moi, c'est un atout de parler français et d'autres langues aussi. Parce qu'en fait, justement, en fait, tu peux apprendre d'autres langues par rapport à ça. Et tu peux avoir aussi une compétition, on dit ça en anglais, edge of competition. Je m'excuse que je parle de français, mais je dis ça en anglais. Une avance sur la compétition de parler français, en fait. Il va y avoir la compétition partout. Ça, c'est la vie. Tu peux pas éliminer tout le monde dans la vie. Déjà,
je suis sûre que c'est criminel de faire ça. Donc, non. Mais la compétition en restauration, parce que justement, ça fait partie de la vie courante de tout le monde peut s'ouvrir un restaurant. Tu n'as pas besoin d'avoir une formation. Tu peux enregistrer ta business, avoir un permis de ta business, puis ouvrir un restaurant comme tu le veux, genre demain. La compétition, en fait, c'est-à-dire que cette compétition-là, c'est comment tu te démarques de ces personnes-là. Moi, je sais que ce que je fais, c'est unique. Et ce que je fais, en fait, ce n'est pas la même chose que même si c'est un restaurant africain, que c'est un restaurant caribéen, que c'est un restaurant, etc. Je ne fais pas la même chose qu'eux. Donc, ma clientèle, en fait, comment moi je me base ou comment je fais, c'est que je fais ce que je veux faire parce que je suis ma propriétaire à moi-même. Mais en fait, je vais pas être comme euh, égoïste en disant ça, mais je me fie pas non plus trop sur la compétition parce qu'en fait, si je me base sur ça, en fait, c'est-à-dire que je n'ai que mon focus sur ça. Je n'ai pas mon focus sur ma business, ni sur mes réseaux sociaux, ni sur ce que je dois faire pour avancer. J'ai mon focus sur ma compétition. Je dis, ah, mais il a fait ça, ok, je fais ça. Ça me sert pas. Oui, on est tous humains. Souvent, je vois, ah, ok, oui, parfait. Mais ceci étant dit, comme j'ai dit, il faut pas être stagnant. Si tu es stagnant dans ça, tu vois la compétition qui fait une chose, tu fais la même chose, ça ne te sert pas. Il faut te démarquer, il faut vouloir apprendre de nouvelles choses, pardon, il va vouloir en fait te démarquer, apprendre de nouvelles choses, vouloir faire de nouvelles choses en fait dans ça. Et ceci étant dit, tu te bases en fait de comment ta clientèle te répond. Ma clientèle, elle me dit ceci, elle me dit cela, parfait. Si moi je veux cuisiner quelque chose qui me tente, moi je cuisine comment ça me tente. Parce que je fais ce que je veux avec mon restaurant et je me fie sur ce que, en fait, ce que je faisais avant, de mes expériences, de mon calibre, etc. Je me fais avec ça. Je suis ma propre compétition. Parce que justement, si je ne suis pas ma propre compétition, les gens autour de moi, là, ils vont me dépasser, etc. Mais si moi-même, je me tiens pas à mes propres standards auxquels que je me tiens, que je tiens les autres personnes, ma compétition, veut pas, elle me dépassera. Et au-dessus de ça, je n'aurai pas le focus que je devrais avoir pour pouvoir avancer. Et j'ai remarqué que comme maintenant, tu vois, tout le monde est en ligne, tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde fait ceci. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui... Ok, je fais ça, ok. Comment t'appelles ça commande maintenant. Non, commande dans 2 jours. Ok, ça c'est fait ceci. La meilleure betterave que tu as eue de ta vie. Ok, écoute ça là, ça c'est le poisson. Parfait. Si tu veux aller manger, tu veux dépenser ton argent dans ça, vas-y. C'est un marché libre. C'est une compétition ouverte. Tu peux supporter qui tu veux, comme tu veux, où tu le veux, quand tu le veux. Moi, je suis une femme noire. Moi, ma communauté est derrière moi. Mes profits que je fais souvent, j'en donne je fais des dons. Comme j'ai fait un don en Afrique il n'y a pas longtemps, en fait, avec mon frère, dans un centre d'orphelinat pour aider les enfants de 0 à 18 ans, en fait, à survivre. Ils ont eu du riz, ils ont eu des pâtes, ils ont eu beaucoup, en fait, de choses, en fait, pour les aider à survivre pendant des mois. Quand j'ai fait un restaurant, en fait, il n'y a pas longtemps, avant la pandémie, au début mars, j'ai fait un pop-up et j'ai fait une donation aussi à Cornerstone Women à Ottawa, comment t'appelles ça, qui est un organisme qui abrite des femmes dans l'urgence et qui leur donne aussi la possibilité d'avoir des maisons à des prix abordables, en fait. Donc, moi, personnellement, je sais que moi, mon entreprise, ce que je fais, c'est que je redonne à ma communauté. Je donne d'abord à la communauté noire, c'est sûr, parce qu'en fait, il en faut. Il n'y a pas vraiment beaucoup de représentation. Je suis une femme noire, je suis une femme chef noire, je suis une jeune femme chef noire à Ottawa, au Canada. Ici, je redonne à ma population parce qu'il en faut. Il n'y a pas de représentation comme moi, en fait, dans la population et dans mon industrie. Donc, je pense qu'il faut que je puisse redonner. Mais en tant que compétition, en fait, au Canada, en tant que compétition dans le milieu de l'industrie,
de l'hospitalité, en fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que un à, 10 restaurants, sur leurs premières 3 à 5 années, ne sont pas profitables. C'est dur, là. Et ça, c'est pas comme... c'est une statistique, là. Comme tous les chefs le sont, là. Comme, c'est pas profitable entre la première, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième année. Donc, il faut faire un business depuis vraiment 5 6 7 ans. En plus de ça, il y a un ou deux ou trois restaurants qui ouvrent à chaque 2 3 semaines. Donc, si tu as un focus sur ta compétition, tu vas perdre la tête. Tu vas vraiment, vraiment comme... Tu vas même plus vouloir avoir un restaurant. Parce que c'est tellement démoralisant d'avoir un restaurant. Vraiment. Quand tu vois les statistiques, c'est vraiment démoralisant. Donc, en fait, en tant que compétition, il faut te fier, en fait, sur toi-même. Il faut que tu sois ta propre compétition pour pouvoir avancer. Donc, comment moi, je me fais, en fait, je me dis, OK, comme, je joue toujours avec mes plats. Je dis, OK, je vais faire un plat de cette manière-là. OK, je vais le changer de cette manière-là parce que, personnellement, moi, je trouve que je le change d'une manière-là, il est bon, puis mes clients sont plus réceptifs à cette manière-là. Donc, c'est pas seulement cuisiner. C'est sûr que cuisiner, c'est un atout dans ça, mais c'est de l'analyse aussi. C'est de la gestion. C'est des finances. C'est un travail. C'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, je n'ai pas trop le temps, en fait, de me fier à une compétition. Mais, quand je regarde, en fait, je vais être, en fait, la première femme, en fait, noire à avoir un Michelin Star au Canada, en fait. Ce qui est très, très rare, parce qu'il n'y a pas vraiment de Michelin Star au Canada. Mes études, c'était quand même c'est quand même assez intéressant, en fait, parce que ça m'a donné comme une rigueur que je n'avais pas en fait au début. Je peux l'avouer. Quand j'étais là à l'Université d'Ottawa, en fait, c'était assez tight, là. Mes papiers à remettre, là, j'étais là, oh, mon cœur. Mais mes études secondaires, en fait, m'ont donné une rigueur que je n'avais pas. Comme même si je l'avais, elle n'était pas comme assez développée jusqu'à temps. Et de l'organisation, en fait. Il faut que je sois organisée. Quand je suis en cuisine, je suis toujours organisée. OK, je vais faire un plat en premier. Il faut que je coupe ce légume en premier, que je fasse cette sauce en premier, etc., etc. Vu que je suis toute seule. Et je n'ai pas le choix d'être organisée, en fait. Donc, cette rigueur-là, en fait, vient en fait de mes études post-secondaires. Et aussi, quand je suis arrivée, parce que moi, j'ai pris mon art culinaire à la Cité. Donc, après la Cité, en fait, ça m'a donné aussi un avantage en tant que j'ai pris ces études-là. Alors, j'ai étudié dans ce domaine. Je sais, en fait, comment ça se passe. J'ai travaillé dans ce domaine-là avant. Donc, c'était vraiment pour comme renforcer, en fait, les expériences que moi, j'avais avant. Donc, c'était vraiment comme un renforcement, puis comme un push, comme un go. Genre, OK, comme, t'as des expériences, t'as eu tes expériences, OK, t'as eu ton étude post-secondaire, tu l'as eu, parfait. Maintenant, c'est comme, tu peux comme faire tout ce que tu veux, là. Personne ne va te dire comme, oh, t'as pas fait ça. Ben, actually, oui. Mon, mon diplôme ici me le prouve, genre, tu sais. Je ne dis pas que c'est pas bien de pas avoir des études post-secondaires. C'est pas ça que je dis. Tout le monde a un parcours, tout le monde a un choix, tout le monde a des expériences différentes dans la vie. Ça, c'est sûr et certain. Sûr, sûr, sûr. Mais si tu as la possibilité, si tu as un support, si tu as la famille qui t'aide, des gens qui sont là pour toi, des études post-secondaires, en tout cas, ce serait une très bonne idée. Parce que ça va ouvrir des portes et ça te permet de comprendre le monde dans lequel tu es présentement, dans lequel que tu ne pourras pas comprendre si tu n'as pas eu une vision de même. C'est-à-dire que la manière comment les lois elles travaillent, la manière comment des choses se passent, un organisme, etc., etc. Peut-être que comme ça t'aurait pris comme des années à apprendre ça comme ailleurs, mais avoir des études postsecondaires, tu as déjà ça comme expérience qu'on te le donne. Donc tu as ça en fait comme une vision de plus que tu peux apporter à ton monde, que tu peux en fait appliquer dans ta vie courante. Donc c'est ça que moi ça m'a apporté en fait. Dans 10 ans, aïe, c'est assez intéressant. Dans 10 ans, avec la pandémie présentement,
assez intéressant de voir où les restaurants, en fait, se dirigent, les systèmes de l'hospitalité se dirigent. Je travaille dans une place où, dans une société de jeux, disons, où il y avait... tu faisais à peu près 500 personnes par jour en cuisine. Donc, c'était vraiment intéressant de voir comment comme, la pandémie joue avec ça. Parce que comme je disais tantôt, en hospitalité, en fait, faire des profits, c'est dur. Avoir des profits en tant que restaurant tout le temps, c'est dur. Donc, dans 10 ans, en fait, comment moi je me vois, comme je dis depuis le début, je veux toujours avoir un micro-restaurant. Ma trajectoire. Je vais avoir un restaurant Michelin. Pas un, je veux les 3. Ma trajectoire. Ça n'a pas changé, mais mes objectifs que je les ai maintenant vont être les mêmes dans 10 ans, vont être les mêmes en continuant. Je veux les atteindre le plus tôt possible. Mais mes objectifs, en fait, c'est d'avoir un micro-restaurant. Je vais avoir entre 13 à 25 places maximum. Ça, c'est mon maximum que je vais avoir. Je vais avoir 2 personnes en cuisine, un sommelier, et c'est tout. Le sommelier, c'est ton serveur, ton barman, ton tout. C'est vraiment intime, là. C'est pas vraiment gros. Je vais avoir 3 Michelin stars. Moi, j'ai toujours dit ça. Un 3 Michelin. Un 3 Michelin, en fait, c'est la plus haute distinction que tu peux avoir, en fait, en tant que chef. Tu as comme des Bocuse d'or qui étaient, en fait, nommés après le chef Bocuse. Tu as Michelin, en fait, qui est... Michelin aussi, ça vient aussi de... Tu sais, les pneus Michelin. Oui. Ben, c'est exactement ça. Ça commençait de même, en fait, c'est vraiment random. Mais ça commençait, en fait, d'une manière que les pneus Michelin, en fait, ça se rendait partout. Donc là, en fait, les gens, ils allaient pour tester ces pneus-là. Donc là, ils mangeaient dans des endroits. Et c'est comme Michelin, c'était associé avec des courses de voitures. Donc là, quand tu as des gens qui ont des Ferrari, qui ont ceci, qui ont cela, quand tu as un consultant de Michelin, ben, tu vas manger avec ces personnes-là, etc., ici et là. Et ces personnes-là, elles mangent dans des restaurants de bonne qualité, etc. Donc là, en fait, un 3 Michelin, en fait, c'est avoir la plus haute distinction. C'est-à-dire que à chaque année, après chaque année, après chaque année, tu as gardé le même standard et tu as élevé ton standard pour avoir, en fait, une meilleure distinction à chaque année. Donc, en fait, un restaurant Michelin, là, ça se dit pas... tu n'as pas eu de demain, là. C'est un travail que tu fais. C'est assez intéressant, en fait, parce que, en tant que femme noire, comme je le disais, il y a eu beaucoup... À chaque fois que moi, je disais ça aux gens, j'ai eu des regards, genre... T'es sûre? Ben oui, oui, je suis sûre. Quand je disais aux gens que je vais faire la cuisine fine africaine, c'est quoi ça? Non, je fais la cuisine fine africaine parce que c'est la cuisine fine africaine. Comme, c'est pas un concept assez étrange à comprendre, tu vois. Donc, dans 10 ans, en fait, je vais avoir mon propre restaurant, un petit restaurant. Je vais être en fait une des premières femmes à avoir un 3 Michelin en fait au Canada. Et peut-être je vais avoir une famille qui sait des petits-enfants qui vont couvrir ici. Moi, on en parle souvent. Mais jusqu'à présent, comme ma carrière, ma trajectoire, ma famille, prendre ça relax, toujours redonner à la communauté. C'est ça, en fait, que au sein de mon esprit, au sein de mon entreprise, au sein de tout, en fait, je donne toujours à la communauté. Avoir, en fait, une diversité dans l'industrie, en fait, c'est vraiment important parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Des femmes noires que je connais, j'en fais partie de 4 chefs à Ottawa que je connais. Et c'est vraiment, vraiment peu. Et souvent, en fait, elles font partie, en fait, de cette discrimination-là. Que ce soit physique, mentale, que ce soit, en anglais, c'est comme gaslighting, là. On te provoque des micro-agressions. Il y a beaucoup d'immigrants, en fait, qui sont soumis à des faits d'eux-mêmes, en fait, qui n'ont pas, en fait, besoin. Parce que dans la société, en fait, dans laquelle nous vivons, il y a tellement, en fait, de préjudices, de stéréotypes, etc., que dans un milieu de travail, l'avoir encore en plus, en double, en triple, c'est vraiment intense. Donc, dans 10 ans, en fait, ce que moi, je me vois, c'est d'avoir une diversité dans ma cuisine, en fait. C'est de redonner à ma communauté, d'avoir un micro-restaurant
est plus important d'avoir mon 3 Michelin Star. Pour avoir sa propre entreprise, de se lancer dans ça, de ne pas avoir peur. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires de «Ah, mais t'es jeune, est-ce que tu comprends ce que tu fais?» Comme, il y a beaucoup de doutes, en fait, de la société autour de toi. Et c'est vraiment de, comme, couper ça, puis de te dire «Je vais continuer, je vais avancer». En tant que jeune que moi, je leur dirais, là, écoute, oui, il y a des gens autour de toi qui vont te supporter, etc. Mais si tu n'as pas besoin d'avoir ce conseil-là dans la vie, moi, je dirais de ne pas le prendre parce que comme tout est subjectif et en fait, c'est vraiment appliqué à ta propre situation. La deuxième chose, comme on dit, faut que tu es smart. Sois intelligent dans la vie. Fais des recherches, paye ton assurance, paye tes taxes. Ça, c'est la première chose, paye tes taxes. Mais fais des recherches, en fait, pour ton entreprise. C'est-à-dire que il faut que tu aies une business, que tu enregistres ta business, que tu parles avec la ville, que tu aies des permis, etc. Donc, fais tes recherches, puis pose les questions, même si tu ne comprends pas. Il n'y a pas de questions idiotes, que des questions intelligentes, en fait, parce que sinon, c'est toi qui perds, en fait. C'est pas la personne qui perd, c'est toi qui perds. Pose les questions que tu veux poser et fais des recherches. Une des choses aussi que je veux dire, c'est de s'amuser. Parce qu'un business, c'est bien le fun d'être tout sérieux, d'avoir un air hautain, mais si tu ne t'amuses pas dans ta propre business, tu n'es peut-être pas dans la bonne business. Ça, c'est un conseil direct que je te le dis. Amuse-toi, épanouis-toi, aime ce que tu fais, parce que sinon, ça va être vraiment, vraiment dur de continuer en fait dans ça. Ce que je dirais aux jeunes aux études, par rapport aux études postsecondaires, en fait, c'est d'être résilient, de vouloir apprendre, de vouloir, en fait, s'épanouir, de vouloir continuer toujours, comme je dit tantôt, ne pas être stagnant, parce que ça, en fait, en anglais, on dit stagnant equal death, c'est-à-dire que tu veux pas être stagnant, continue toujours à avancer. Et la patience aussi, la patience envers soi-même. Nous sommes des humains. Nous avons des erreurs. Nous allons grandir dans ça. Donc, être patient par rapport à soi-même et par rapport à la société. Parce que c'est pas toujours tout le monde qui va te comprendre. C'est pas toujours tout le monde qui va être d'accord avec toi. Et la résilience rentre dans ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir ton point d'idée, être sur tes points, mais aussi avoir de la patience par rapport à ça. Parce que tu peux être très bien sur tes points et aussi te dire, moi, aujourd'hui, tu vas te dealer avec ça, puis tu ne bouges pas, mais tu ne rentres pas dans le problème. Tu restes sur tes points et tu continues. Comme je disais, la résilience, la patience, de la joie, puis de l'amour. Parce que dans la vie, tout le monde en a besoin. Tout le monde. Que tu le veux, que tu le veux pas. Il faut... C'est une émotion qu'il faut en fait que tu travailles dessus, comme tout dans la vie. Mais c'est ça, de la joie, puis de l'amour, parce que tout le monde en a besoin. Puis si tu n'en as pas, en fait, continuer dans la vie, ça va être vraiment, vraiment dur. Donc, aux jeunes qui nous regardent, bonne chance. Aux jeunes qui ont leurs entreprises, je vous salue. Bonne chance à vous. Je connais comment ça c'est dur. Aux jeunes immigrés, aux jeunes femmes noires et aux jeunes femmes chefs, je vous vois, je vous connais et je suis là avec vous.